Madame, Messieurs, bonjour. Merci pour votre fidélité sans cesse renouvelée à cette meilleure des télévisions sur le net. Vous le savez déjà, vous êtes sur WAB Info TV, cette télévision qui vous informe toujours sur le net tous les jours. Et aujourd'hui, dans cette émission Entretien, nous avons eu l'honneur et privilège de recevoir Monsieur Nikez Kibelbel. Avec lui, nous allons devoir donner nos propres analyses qui sont vraiment impartiales sur la question du sommet qui aura lieu le samedi en Tanzanie, qui mettra bien évidemment sur une même table le président congolais Félix Antoine Tshisekedi avec son homologue rwandais. Je parle de Paul Kagame. Monsieur Nikez Kibelbel, bonjour et bonne arrivée. Bonjour et merci beaucoup. Monsieur Nikez, nous sommes très heureux de vous recevoir sur ce meilleur plateau de WAB Info TV. Dites-nous d'abord comment est-ce que vous analysez d'une manière générale cette rencontre entre le président rwandais et le président congolais, tout en signalant que la fois dernière, bien évidemment, le président congolais avait répondu présent à la dernière rencontre, mais le président rwandais n'était pas venu. Oui, merci beaucoup. Et vous l'avez souligné. La première des choses, c'est de dire, est-ce que la rencontre aura bel et bien lieu? Ça, c'est la première chose, comme vous l'avez souligné, que le 15 décembre, le président rwandais s'est fait absent, le président congolais était là. Ça, c'est la première des choses. Mais au regard des enjeux et des pressions régionales et internationales, nous avons une conviction que les deux présidents vont se retrouver. Et comment ça va se faire? On sent que l'ambiance sera un peu glaciale pour les deux côtés. Mais d'abord, l'avantage de cette rencontre, c'est que ces deux organisations régionales, l'EAC et la SADC, qui patronnent ou qui parrainent cette rencontre. Les deux organisations n'ont pas la même vision, la même analyse sur le conflit de la RDC, je peux dire en réalité sur le conflit de la région des Grands Lacs. Alors, nous supposons que dès l'entame, les deux organisations se sont mises d'accord sur les points à envisager. Pour la RDC, le vrai problème se pose sur le retrait des troupes rwandaises. Sur le Congolais. Sur le sol congolais. Pour le président Kagame, le problème se pose en termes de M23, qu'il qualifie totalement des Congolais. Mais au regard de ce qui s'est passé à Goma, notamment du dimanche au jeudi de fin de janvier, comment dirais-je, l'astuce de dire que ce sont des Congolais est battue en brèche. Donc, les discussions vont tourner autour du retrait des troupes rwandaises du sol congolais. Selon vous, Nikez Kibelbel, quel sera bien évidemment le contexte diplomatique de cette rencontre? Le contexte, c'est ce que j'ai dit. Il y a beaucoup de pression. Beaucoup de pression parce que d'abord, l'entrée des troupes rwandaises qui ont appuyé le M23 dans la ville de Goma a fait pratiquement au bas mot 3000 morts. Plus de 5000 blessés. Et vous savez, la ville de Goma vit des moments, des endroits où il y a les miasmes, c'est-à-dire les corps pourris, l'odeur de putréfaction des corps. Alors, vous savez aussi que la Cour pénale internationale vient d'ouvrir une enquête, appel à témoins. C'est ça, c'est dans ces climats lourds, et des déplacés de guerre, et des populations tuées, et des populations blessées, et d'invasions, et d'occupation de la ville de Goma, que va se dérouler cette rencontre. Donc, il n'y aura pas de faux fuyants. On suppose que tous les chefs d'État vont aborder le problème froidement et le problème de face. Que peut-on attendre de cette rencontre, surtout sur le plan des réconciliations entre la RDC et le Rwanda, ou bien sur l'avancée de la sécurité à l'est de la RDC? Alors, il y a deux choses, à mon avis. La première des choses, c'est une réconciliation de façade entre le président Tshisekedi et le président Kagame. Cette réconciliation se baserait sur l'acceptation du plan de Luanda, de la feuille de route de Luanda, qui demande au Rwanda de retirer ses troupes et à la RDC le plan de la neutralisation des FDLR.
Sur ce plan-là, s'ils se mettent d'accord, c'est ce que j'appelle un dialogue de façade, une acceptation de façade. S'ils se mettent d'accord sur ce plan-là, le reste va suivre. Et le problème de M23 sera débattu comme le problème d'autres groupes armés dans la feuille de route de Nairobi. Mais la feuille de route de Luanda est plus explicite. Parce que la feuille de route de Luanda dit ceci: neutralisation des FDLR par les forces armées de la RDC, retrait des troupes rwandaises de la RDC. Pour les M23, il y a, comment on appelle ça, précantonnement à Rumangabo, où on trie les Congolais. Les Congolais vont aller en cantonnement à Kindu. Les étrangers, chacun rentrera dans son pays. Donc la feuille de route de Luanda est très, très explicite et très profonde pour que la solution, la paix revienne dans la région. Alors, M. Nikez Kibebel, au point de presse du M23 AFC, ils ont dit qu'ils sont congolais et ils quitteront à Goma, de la ville de Goma, juste si et seulement si le président de la République pourrait toutefois initier un dialogue entre lui et les M23 directement. Pensez-vous que vraiment la rencontre entre Paul Kagame et Félix Tshisekedi arrivera bien sûr à répondre aux desiderata de cette guerre à l'est de la RDC? Mais vous savez, c'est un secret de polichinelle que sans l'armée rwandaise, alors là aussi il y a une confusion des termes. Vous parlez, le Rwanda parle de M23. Par contre, sur le terrain, on dit AFC M23. Mais lorsque vous lisez le Rwanda, lorsque vous lisez le rapport de la commission du 3 juin, de la commission du Parlement rwandais, on parle de M23. On ne parle pas de l'AFC. Donc là aussi, il faut faire attention. Il faut faire la part des choses. C'est vrai, à la tête de la coalition AFC M23, vous avez Corneille Nangaa. Mais pour le reste, il y a un problème réel sur la participation militaire des troupes rwandaises. C'est ça qui fait que on ne discute pas avec les rebelles, mais on discute entre États. Et c'est ça le vrai point de la rencontre de Dar es Salaam. C'est-à-dire que ce sont les États qui discutent. Ce ne sont pas les groupes armés. Et c'est sur ces points-là, si Luanda, plutôt Dar es Salaam, la Tanzanie, si en Tanzanie, on arrive à ce point-là de remettre la feuille de route de Luanda sur les tapis, cela signifie que le Rwanda va sortir du Congo et les Congolais vont se battre pour mettre fin au FDLR. Et là, à ce moment-là, les réclamations ou les conditions de l'AFC M23 n'ont plus de sens. Bon. Et donc, la population de la ville de Goma pourrait s'attendre au retrait du M23 du sol congolais, de la ville de Goma, bien sûr, si et seulement si ce dialogue se passerait bien. Alors, nous ne perdons pas espoir parce que nous avons ce qu'on appelle une jurisprudence. En 2012, le M23 avait occupé Goma et il est reparti. Donc, si les choses marchent normalement, la population de la ville de Goma et environ s'attendent à ce que, effectivement, les troupes rwandaises se retirent de Goma et ce qui entraîne directement le retrait de l'AFC M23. Bien qu'ils aient nommé, depuis hier, ils vont le présenter. Aujourd'hui, au meeting. Ils vont présenter les autorités qu'ils ont nommées. Les gouverneurs, les des vice-gouverneurs, également les bourgmestres de toutes les communes. Et les maires. Et les maires de la ville et son adjoint. Bien évidemment, M. Nikez Kibebel, dites-nous pourquoi la Tanzanie a-t-elle été choisie comme pays de rencontre? Est-ce que ce pays jouerait un grand rôle dans la réconciliation de ces deux pays? Alors, il faut partir d'une géopolitique lointaine. Bon, j'appelle ça lointaine. À l'époque, vous savez que Julius Nyerere, le Mwalimu, jouait au panafricaniste. Et à l'époque, il s'est disputé d'ailleurs le leadership avec Mobutu. Donc, la Tanzanie, au départ, avec l'histoire, avec Julius Nyerere, joue ce rôle d'un pays tampon. Et vous savez aussi que la Tanzanie, par rapport, donc géographiquement, elle est presque dans l'EAC et dans la SADC, c'est-à-dire elle est proche des deux communautés. Elle peut jouer la médiation. Donc la Tanzanie
et surtout accepté par son rôle traditionnel d'un pays panafricaniste, d'un pays qui contrôle, qui a un leadership qui contrôle un peu la région. Donc voilà pourquoi on a choisi la Tanzanie, dans une sorte de neutralité entre guillemets. Ok. Voilà. Alors, dites-nous, qu'est-ce qui est vraiment cette rencontre jouera sur la sécurité de la région? Mais d'abord, la rencontre, c'est pourquoi? C'est deux choses. La guerre est en RDC. Mais la guerre a cette tendance, cette propension de prendre toute la région. Okay. Vous avez suivi les déclarations du président burundais. Oui. Alors, cela signifie que c'est le moment d'éteindre le feu. Parce que comme l'a dit le président burundais, si on n'éteint pas le feu, si on ne fait pas attention, c'est toute la région qui va s'embraser. Alors, vous savez que nous avons des troupes ougandaises sur notre sol. Nous avons sur une partie invitée, une partie est entrée clandestinement, notamment ceux qui sont du côté de Bunagana. Nous avons des troupes rwandaises qui ont agressé notre pays. Nous avons le Kenya qui a soutenu vraiment l'armée rwandaise. Nous avons d'autres pays, comme l'Afrique du Sud aussi, qui a pris position pour la RDC, en faveur de la RDC. Donc, il faut éviter la régionalisation de ces conflits qui peut être une guerre mondiale africaine. Parce que la SADC, je pense, c'est 12 pays. L'EAC, c'est 8 pays. Vous voyez, c'est 20 pays qui se retrouvent. Et si 20 pays sur les 54 en Afrique entrent en conflit, alors nous perdons l'Afrique. Et vous avez suivi les propos du président, d'ailleurs, vous venez de les soulever, du président burundais. Dites-nous ce qu'il a dit en bref. Qu'est-ce que cela peut avoir sur l'impact de la guerre à l'Est? Alors, il faut souligner une chose très importante, même si nous n'avons pas tendance à parler des conflits ethniques. Le Rwanda et le Burundi ont le même structure ethnico-culturelle. C'est trois peuples. Vous avez les Hutus, les Tutsis et les Twa dans les deux pays. Oui. Alors, vous vous rendez compte que depuis longtemps, lorsque au Rwanda, le président était Hutu. Au Burundi, le président était Tutsi. Et aujourd'hui, les choses ont changé, mais de la même façon. Au Burundi, le pouvoir est entre les mains des Hutus. Au Rwanda, le pouvoir est entre les mains des Tutsis. Alors, cela signifie que le conflit entre Hutu et Tutsi, parce que c'est ça qui est à la base de toute la désintégration en RD Congo, la base c'est le conflit Hutu-Tutsi. Ajouté à cela, effectivement, le problème du pillage. Cela signifie que le pouvoir burundais, qui a une histoire du sang sur base des conflits interethniques, craint que ceux qui, le Rwanda, le pouvoir rwandais, puissent venir poursuivre les Hutus, parce qu'eux, ils poursuivent les génocidaires. Alors, ils craignent qu'ils puissent poursuivre les Hutus du Congo jusqu'au Burundi. Et on peut aller même plus loin. Vous savez même que Museveni, il est Nyankole. Nyankole, c'est pratiquement c'est la communauté nilotique. Et quand vous prenez son grand opposant de l'époque, Kizza Besigye, il est Hutu. Donc c'est ce conflit-là qui est dans la sous-région, dont on ne dit pas les noms. Parce qu'on dit non, il faut éviter la haine, tout ça. Mais le conflit se base sur cette haine-là, sur une opposition entre ces deux communautés qui vivent ensemble, mais qui, pour les raisons de pouvoir, l'une cherche à mater l'autre. Alors, donc, pour revenir à ce que le président burundais a dit, le président burundais a tiré la sonnette d'alarme. Il a dit aux diplomates, si vous ne faites pas attention, si vos pays continuent à jouer de l'hypocrisie, nous, au Burundi, nous nous sommes déjà préparés. Parce que nous savons que le président Kagame finira par arriver au Burundi. Et vous allez regretter. Donc, lui, il s'est préparé, comme on dit, qui veut la paix, prépare la guerre. Dites-nous, Nikezo, avec des tensions persistantes dans l'est de la RDC, y a-t-il des signes qui montreraient que les deux présidents, les deux leaders, ont vraiment la volonté de mettre la fin sur cette guerre? Alors, comme je l'ai dit tantôt, la guerre ici se base sur deux phénomènes. Le premier phénomène, c'est le conflit rwandais entre Hutu et Tutsi. Au Rwanda, le pouvoir ne se transmet pas. Le pouvoir se donne par le sang. Donc, la conquête du pouvoir au Rwanda, c'est par le sang. Quand l'une des ethnies prend le pouvoir, l'autre va en exil. Alors, ça c'est le premier aspect
du conflit. Et cet aspect-là, c'est comme ça que le président Kagame dit toujours, nous nous battons contre un nouveau génocide qui serait en préparation par les FDLR. Ça, c'est le premier aspect du conflit. Dans ce premier aspect du conflit, le Parlement rwandais dit ceci, nous sommes au Congo, je me réfère à la commission, au rapport de la commission du Parlement rwandais du 3 juin 2024, qui dit ceci, nous sommes au Congo pour protéger 3 communautés. Nous protégeons les Tutsis du Nord Kivu, qui sont maltraités par les Congolais. Nous protégeons les Banyamulenge, donc les Tutsis du Sud Kivu, maltraités par les Congolais. Et nous protégeons les Hema de l'Ituri, maltraités par les Congolais. Donc voilà, ça c'est le premier aspect du conflit. Alors le deuxième aspect, c'est l'aspect des pillages de ressources naturelles. Dans le deuxième aspect, c'est là où la communauté internationale, les grandes puissances soutiennent le Rwanda. L'Union européenne, vous suivez les débats, qui finance l'armée rwandaise pour le Mozambique. Vous avez la France qui soutient l'armée ougandaise qui forme la brigade des montagnes pour le pétrole de lac Albert. Et vous avez tout cela. Alors donc ça c'est l'aspect économique, l'aspect des pillages où les grandes puissances interviennent. Mais il suffit simplement que les grandes puissances puissent donner injonction. Parce que c'est ça l'internalisation de la guerre. Si les grandes puissances arrivent à donner injonction au président rwandais en disant retirez vos troupes, arrêtez tout ce que vous faites, la paix va revenir de façon automatique. Ça c'est sûr. Vous êtes sûr? Ouais. Alors, comment les partenaires internationaux comme l'ONU, je peux dire également l'Union africaine, pourraient-ils influencer cette rencontre? Alors, d'abord, l'ONU a prouvé, à travers les déclarations du secrétaire général des Nations Unies, à l'époque, en disant que le casque bleu, la MONUSCO, n'a pas assez d'équipement pour faire face aux rebelles, au Rwanda. Donc ça, c'est un aveu d'échec. Alors, donc pour nous, l'ONU a échoué. L'ONU a échoué parce que l'ONU, les plus grands contributeurs, ce sont les États-Unis. Lorsque les États-Unis donnent une impulsion nouvelle, en disant, par exemple, avec l'avènement du président Trump, en disant, on arrête, les choses vont s'arrêter. L'Union africaine est incapable, inefficace. D'ailleurs, vous avez vu, rares sont les pays ou les capitales qui ont condamné, même nos voisins. Nous avons 9 voisins. Combien de voisins ont condamné, à part l'Angola qui est prise à partie aussi par le Rwanda? Oui, bien sûr. Tous les autres voisins se sont tués. Donc, l'Union africaine est inefficace face aux enjeux qui se passent sur le sol congolais. Voilà. Alors, dites-nous comment concilier la souveraineté de ces 2 pays avec la nécessité d'une intervention internationale. D'abord, c'est 2 pays voisins, 2 pays frères. On peut tout dire. Entre le Rwanda et la RDC, c'est des pays frères, des pays voisins. Il y a une interculturation des populations. Nous sommes à Goma, vous voyez comment les populations rwandaises traversent, comment les populations congolaises aussi traversent au Rwanda. Donc, il faut nécessairement rétablir cette cohabitation. Parce que le voisin, on ne va pas les changer. On ne va pas déplacer nos pays. Ça, c'est la première des choses. Et là, la tâche revient d'abord aux dirigeants politiques. C'est pourquoi l'intervention de la communauté internationale, des grandes puissances, est très, très attendue pour arrêter. Nous avions, à l'époque de Mobutu, la BDGL. Le bâtiment est même ici à Goma. Nous avons la CIRGL. C'est-à-dire que ce sont des États qui sont appelés à vivre ensemble. Le peuple vit ensemble. Et le président Tshisekedi le souligne. Nous n'avons pas de problème avec le peuple rwandais. Le problème, c'est au niveau politique avec les dirigeants. Alors, si les dirigeants mettent de l'eau dans leur vin, ces problèmes seront résolus, d'une manière ou d'une autre. Sinon, nous serons toujours dans les cycles violents. Regardez, ça fait 30 ans que le pouvoir est entre les mains de la communauté tous. Imaginez un scénario que le lendemain, on renverse, que les Hutus prennent le pouvoir. Donc, les Tutsis seront encore en exil. Et s'ils sont en exil, ils fuiront où? Dans notre pays. Comme en 57, comme en 59. Alors, il faut régler une fois pour toutes ces problèmes pour envisager le développement des pays de la région des Grands Lacs.
Alors, Monsieur Niquez, dites-nous, vous êtes un analyste, vous êtes également un journaliste, un chercheur, un Congolais digne de ce nom. Dites-nous ce que vous aimeriez, en tant que Congolais, comme conclusion de cette rencontre entre Kagame et Tshisekedi. En tant que Congolais, mon vœu le plus cher, le plus ardent, est qu'effectivement, on applique la feuille de route de Luanda. C'est-à-dire que le Rwanda retire ses troupes du sol congolais, que la RDC accède aux désirata du Rwanda, notamment les problèmes de FDLR, qui ne datent pas d'aujourd'hui. Parce qu'on a déjà retourné au temps des FDLR, au temps des Hutus, au Rwanda. Donc on arrive à harmoniser cette feuille de route, qu'on la mette en route, comme c'est la feuille de route, qu'on la mette en route, et que la paix revienne. Que nous puissions traverser au Rwanda sans problème, que les Rwandais viennent chez nous sans problème. Il y a des Congolais qui vivent au Rwanda, comme il y a des Rwandais qui vivent au Congo. Ceux qui vivent au Rwanda, qui vivent à Gisenyi, il y a des familles où les enfants étudient à Goma, qui traversaient chaque matin. Comme il y a des Congolais qui travaillent à Goma, qui vivent à Gisenyi. Donc nous avons besoin de cette harmonie. La guerre, 30 ans, ça en est trop. On a besoin de cette harmonie. Sans haine, sans quoi que ce soit, on a besoin de cette harmonie entre les deux peuples. C'est pourquoi nous disons que les deux chefs d'État doivent mettre de l'eau dans leur vin pour qu'effectivement cette harmonie entre les peuples puisse revenir et pour que la paix puisse gagner nos esprits. Au-delà des questions sécuritaires, y a-t-il d'autres opportunités, par exemple économiques, que ces deux pays peuvent quand même développer? Ah, mais bien sûr, on ne va pas par quatre chemins. Le barrage de Ruzizi, par exemple, à Bukavu, distribue l'énergie au Burundi, au Rwanda et chez nous. Voilà une opportunité. Bon, les commerces transfrontaliers, c'est encore une autre opportunité. Nous avons le gaz de méthane du lac Kivu. Voilà une autre opportunité. Il y a autant d'opportunités économiques qui peuvent servir pour tout le peuple de la sous-région et au-delà même. Plusieurs Congolais demandent à ce qu'on mette les murs séparant les Rwanda et la RDC. Qu'en pensez-vous? Non, moi, ça c'est mon point de vue personnel. On n'a pas besoin de mettre les murs. Nous disons que nous sommes un peuple millénaire, Rwanda-Congo. On n'a pas besoin de mettre les murs. On voit les murs aux États-Unis. Est-ce que ça marche? Ça ne marche toujours pas. On doit régler le problème. Parce qu'au fait, la guerre, c'est l'échec du dialogue. La guerre, c'est l'échec de l'amour. C'est l'échec de l'acceptation des différences. Il faut arriver à régler ces problèmes politiquement, parce que la guerre, c'est la continuation de la politique par d'autres moyens. Donc, si la politique marche, on ne fera pas la guerre. Si l'expansionnisme gagne le peuple, il n'y a pas de paix. Donc, il faut que chacun reste dans les limites des frontières de son pays et que les relations bilatérales, multilatérales reviennent en force pour que nos deux pays puissent... Mais moi, par exemple, le fruit, qui me vend le fruit? Mais ce sont des femmes rwandaises qui traversent le matin, qui vendent le fruit à Goma. Mais quand on achète le fruit, est-ce qu'on se pose des questions? Toi, tu es de quelle nationalité? Non. Donc, un Congolais qui achète chez une Rwandaise ou un Rwandais ne pose pas de questions de nationalité. C'est comme le Rwandais qui achète les produits congolais, il ne pose pas de questions de nationalité. Donc, on doit dépasser ces barrières-là pour dire non, c'est un Rwandais, c'est un Congolais. Voilà. Pensez-vous que cette rencontre pourrait-elle bien sûr marquer le début d'une nouvelle ère dans la collaboration entre la RDC et le Rwanda? Mais c'est ça nos voeux, c'est ça les souhaits. Les souhaits. Regardez, nous avons plus de 3000 morts en 3 jours. Autant de blessés. Les hôpitaux sont submergés. Nous allons où? La seule solution, c'est la paix. Et la paix, c'est par les dialogues. Et c'est ce dialogue-là qui va se passer en Tanzanie. Donc, notre souhait, c'est que par les dialogues, on règle tous les problèmes sans hypocrisie. Parce que le vrai problème, c'est ça, sans hypocrisie, sans ruse. S'il y a l'hypocrisie, s'il y a la ruse, mais regardez, pendant 20 ans, brassage, mixage, tous les 3 ans ou tous les 5 ans, on fait semblant d'avoir tué le problème, mais après 3 ans ou 5 ans, une rébellion naît. Et cette rébellion est toujours patronnée par le Rwanda. Donc il faut, comme on dit, il faut attaquer les taureaux par les cornes pour mettre fin
à cette zizanie qui crée autant de désolation dans la communauté, dans la sous-région. Et avec ce dialogue, bien évidemment, ça va aller très bien avec cette collaboration, vous êtes sûr? Ce sont les hommes qui créent la guerre, ce sont les hommes aussi qui peuvent mettre fin à la guerre. Donc s'il y a la bonne volonté, mais surtout, s'il y a des pressions internationales, des pressions des grandes puissances, on peut arriver à mettre fin à la guerre. Il n'y a que des pressions. Parce que les grandes puissances qui profitent de nos minéraux qui passent par le Rwanda, s'ils ne sont pas prêts à arrêter cela, il n'y aura pas de paix. Le Rwanda ne produit pas les armes. Les armes du Rwanda, il les achète ailleurs. Le Rwanda n'a pas d'argent pour tenir une guerre. Il est soutenu. Mais ça fait déjà 3 ans que le M23 nous fait la guerre. 3 ans, si vous calculez le coût humain, le coût en équipement, ainsi de suite, les pertes. Parce qu'on ne parle pas de pertes, mais parler de pertes. Mais parler aussi des déplacés, des survivants qui errent dans la nature. Alors, si on met tout cela, on demande le côté humain de l'homme. Et le côté humain, c'est fondé sur la solidarité, sur l'amour, sur l'acceptation mutuelle. Et c'est cette acceptation mutuelle qui peut mettre fin à cette tragédie. Monsieur Nikez Kibelbe, peut-être la dernière question avant de clôturer cette émission. Vous le savez très bien, l'EAC était ici à Goma, bien évidemment au Nord Kivu, pour combattre les M23. Également à SADC, les deux organisations qui sont bien évidemment patrons de ces dialogues. Pensez-vous qu'à travers ces deux organisations, vraiment ces deux présidents vont s'entendre et la guerre prendra fin à l'est de la RDC? Oh oui, nous avons espoir. Mais la première assurance que nous devons avoir, c'est dès lors que les deux chefs d'État, Félix-Antoine Tshisekedi et Paul Kagame, se déplacent pour Dar es Salaam. Ça, c'est d'abord un grand pas, le premier pas franchi. Parce que même s'ils ne se saluent pas dans la salle, mais la dynamique des chefs d'État fera que les points qui divergent puissent être traités. Et surtout, amener à ce qu'il y ait une solution, même pas immédiatement. Parce qu'il faut prendre en compte toutes ces morts, plus de 3000 morts en 3 jours, les déplacés de guerre, les populations fauchées, la crise humanitaire. Il faut donner un sens humain à nos relations entre les voisins. Et dès lors que les deux chefs d'État acceptent de se déplacer et acceptent de se parler, nous avons espoir que la solution tendant vers la paix sera trouvée. Et nous avons espoir que les deux peuples qui n'ont aucun problème entre eux vont continuer à échanger, à partager, tel que Dieu, la nature les a mis ensemble. Et donc nous avons espoir que il y aura une réussite, il y aura des pans d'éclaircissement par rapport à l'échec de Luanda. Et nous souhaitons vivement que les deux chefs d'État se retrouvent à Dar es Salaam, entourés de leur paix, et surtout aussi que la communauté internationale, les grandes puissances, puissent nous aider à avoir la paix. Et c'est très important. Voilà, merci beaucoup pour vos franches réponses, Monsieur Nikez Kibelbel. Dites-moi alors ce que vous avez à dire comme conclusion, ou bien s'il y avait une question à laquelle vous aimeriez répondre, mais nous n'avons pas eu la chance de vous la poser, que serait-elle? Non, merci beaucoup. Je pense que nous avons fait le tour d'horizon sur cette problématique. Et le seul mot que je vais ajouter, c'est le vœu de voir les choses marcher normalement, de voir les deux peuples rwandais et congolais vivre ensemble, mais cela dépend d'abord des chefs d'État, mais surtout du président rwandais, Paul Kagame, mais encore des multinationales qui exploitent, qui pillent nos richesses. Pour le reste, merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup d'être venu. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation, Madame, Monsieur. Nous sommes à la fin de cette émission. Merci de nous avoir regardés jusque-là. Nous vous disons un grand merci, mais aussi continuons toujours à travailler au service de la nation parce que la vie s'envole comme un oiseau, mais nos œuvres dire pour toujours. Le Congo changera grâce à vous. Au revoir.